Le matin du 14 mars 1725, Marie-Rose Dubois découvrit le corps sans vie de sa fille de 12 ans, Catherine, dans les champs de coton de la plantation de la Roseraie, près du Havre, en Normandie. Et en octobre de cette même année, 4 contremaîtres de plantation seraient enterrés vivants dans des tombes peu profondes à travers les terrains de la plantation, chaque mort orchestrée avec précision méthodique par une femme dont le chagrin maternel s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux que le système de plantation avait jamais rencontré. Ce qui rend cette affaire si profondément troublante n'est pas seulement que Marie-Rose réussit à traquer et exécuter systématiquement 4 hommes armés en n'utilisant rien d'autre que sa connaissance de leur routine et sa compréhension de la psychologie humaine, c'est qu'elle accomplit ces meurtres au cours de 7 mois avec une planification si soigneuse que chaque mort apparut comme un accident ou une disparition, lui permettant d'éliminer chaque homme responsable de la mort de sa fille, tout en n'étant jamais soupçonné par les autorités qui ne pouvaient imaginer qu'une femme asservie possédait l'intelligence nécessaire pour orchestrer une vengeance si sophistiquée. En 1725, en Normandie, 4 contremaîtres de plantation découvrirent que détruire un enfant innocent crée un ennemi aux capacités qui défient toute supposition sur le pouvoir, l'intelligence et la docilité supposée de gens qui ont été systématiquement déshumanisés par des systèmes légaux et sociaux. Leur erreur fatale fut de croire que quelqu'un qu'ils avaient brutalisé pendant 2 décennies ne pourrait jamais posséder la pensée stratégique et le contrôle émotionnel nécessaires pour transformer leur propre plantation en terrain de chasse, où ils deviendraient proie de quelqu'un dont l'amour pour sa fille assassinée avait évolué en quelque chose qui transcendait les concepts traditionnels de justice et de protection maternelle. Cette chaîne explore les affaires, qui nous forcent à confronter les vérités les plus inconfortables sur ce qui arrive quand les systèmes légaux échouent complètement à protéger l'innocent, quand le mal systématique détruit les liens les plus sacrés entre parents et enfants, et quand le seul chemin vers la justice mène à travers des méthodes qui défient notre compréhension du bien et du mal. Nous examinons les crimes qui révèlent la complexité pleine de la nature humaine sous des circonstances extrêmes, tout en soulevant des questions profondes sur la résistance, la vengeance et les longueurs auxquelles les parents iront quand les morts de leurs enfants crient pour une justice qui ne viendra jamais par des moyens conventionnels. Ce contenu n'est pas pour tout le monde. Nous enquêtons sur de véritables affaires qui exposent la complexité morale de situations où les cadres éthiques traditionnels s'effondrent sous le poids de chagrins inimaginables et d'oppression systématique. Si vous êtes prêt à explorer les chapitres les plus sombres de l'histoire française et les histoires de gens qui trouvèrent des façons de riposter quand toute protection légale avait été supprimée, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire me disant de quelle région vous regardez. Je suis particulièrement curieux des téléspectateurs de Normandie qui pourraient avoir entendu des histoires familiales chuchotées sur les disparitions mystérieuses qui frappèrent certaines plantations dans les années 1720. L'automne de 1724 s'était installé sur la plantation de la Roseraie comme une malédiction, apportant avec lui un nouveau niveau de cruauté systématique qui se révélerait être la fondation d'événements qui défieraient toute supposition sur le pouvoir, la résistance et les limites psychologiques de l'endurance humaine. Les 4 contremaîtres de la plantation avaient développé ce qu'ils appelaient privément des innovations de gestion, qui allaient bien au-delà de la violence brutale, mais prévisible qui caractérisait la plupart des opérations de détention d'esclaves, évoluant en forme de torture qui semblèrent conçues plus pour l'expérimentation psychologique que l'efficacité agricole. Selon les registres de plantation conservés à la Société historique de Normandie, la Roseraie abritait près de 400 personnes asservies qui travaillaient sous des conditions qui combinaient les pressions économiques de la production de coton avec des pratiques sadiques qui auraient impressionné les inquisiteurs médiévaux dans leur approche systématique de la souffrance humaine. Le climat côtier normand, avec son humidité oppressante et ses essaims d'insectes porteurs de maladies, créait des difficultés naturelles que les contremaîtres exploitaient et amplifiaient par négligence délibérée des besoins humains de base, voyant la souffrance additionnelle comme bénéfique pour maintenir la discipline et démontrer leur autorité absolue sur chaque aspect de l'existence de leurs victimes. Joseph Moreau, le contremaître en chef à 45 ans, avait bâti sa réputation sur sa capacité à administrer des flagellations qui laisseraient des cicatrices psychologiques permanentes, tout en assurant que les victimes demeuraient physiquement capables de travail des champs
qui justifiaient leur existence continue comme propriété humaine. Son passé comme ancien soldat dans la guerre de succession d'Espagne lui avait fourni la connaissance des techniques d'interrogatoire et de guerre psychologique qu'il adapta pour usage de plantation, créant des méthodes qui allaient bien au-delà de la simple punition physique pour encompasser la destruction systématique d'espoir, dignité et tout sens de valeur personnelle parmi les gens sous son autorité. La routine quotidienne de Moreau impliquait ce qu'il appelait des tours d'inspection, qui étaient en réalité des opportunités pour identifier des signes d'indépendance, d'intelligence ou de force émotionnelle qui pourraient menacer la soumission absolue qu'il considérait essentielle pour une opération de plantation efficace. La correspondance personnelle découverte dans les archives militaires révèle que Moreau avait été libéré de l'armée pour brutalité excessive envers les prisonniers, le rendant inemployable dans la plupart des occupations civiles, mais précieux aux propriétaires de plantations qui appréciaient sa compréhension de comment briser les esprits humains par des méthodes qui combinaient violence physique avec manipulation psychologique conçues pour détruire non seulement la résistance individuelle, mais le concept même que la résistance pourrait être possible. Charles Rousseau, à 38 ans, s'était spécialisé dans ce qu'il appelait la gestion familiale, développant des techniques pour utiliser les liens émotionnels comme arme contre les gens qui pourraient autrement trouver force dans leurs relations avec épouse, enfants et réseaux de parenté étendus. L'expertise de Rousseau avait été développée par études soigneuses de la psychologie humaine et des relations sociales, lui permettant d'identifier les attachements émotionnels spécifiques qui signifiaient le plus pour les personnes asservies individuelles et puis exploiter ces attachements par menaces, séparation et infliction délibérée de souffrance sur les bien-aimés comme punition pour tout signe de défiance ou indépendance. Ces méthodes incluaient forcer les parents à choisir lequel de leurs enfants recevrait punition pour infractions imaginaires, puis punir les deux enfants de toute façon tout en faisant regarder les parents, créant un trauma psychologique qui durerait des générations, tout en démontrant la futilité d'essayer de protéger les bien-aimés dans un système qui ne reconnaissait aucun lien humain, excepté ceux qui servaient les intérêts économiques blancs. La correspondance personnelle découverte dans les papiers de famille Leblanc révèle que Rousseau prenait plaisir particulier à arranger des ventes et transferts qui sépareraient les membres de famille de façon calculée pour causer dommages psychologiques maximal, chronométrant souvent ces séparations pour coïncider avec vacances, anniversaires ou autres occasions quand les attachements émotionnels étaient plus vulnérables à l'exploitation. Antoine Dubois, 42 ans et vétéran d'opérations de plantation à travers la Normandie côtière, avait développé une réputation pour sa capacité à extraire le labeur maximal des personnes asservies par des techniques qui poussaient l'endurance humaine au-delà de limites soutenables, créant des augmentations de productivité qui impressionnaient d'autres propriétaires de plantations, tout en générant des taux de mortalité qui auraient été considérés inacceptables, s'appliquer au bétail. Précieux. Dubois avait étudié la physiologie de l'épuisement humain et avait développé des horaires de travail qui amèneraient les gens au bord de l'effondrement sans tout à fait les tuer immédiatement, comprenant que la souffrance prolongée servait ses buts mieux que la mort rapide, qui le priverait à la fois de divertissement et de productivité de labeur. Ces méthodes impliquaient non seulement des heures de travail plus longues, mais manipulation psychologique, qui convainquait les gens de se travailler à mort, plutôt que faire face à des punitions qui étaient conçues pour être pires que l'épuisement qui les tuait graduellement, mais inévitablement. Dubois maintenait des registres détaillés de combien de labeur pouvait être extrait de différents types de travailleurs sous diverses conditions, traitant les êtres humains comme sujets expérimentaux dans recherches conçues pour optimiser la valeur économique qui pouvait être extraite de la souffrance humaine avant que la mort rende l'exploitation future impossible. Mathieu Bonnet, le plus jeune des 4 à 35 ans, s'était distingué par sa créativité en concevant de nouvelles formes de torture qui ne servaient aucun but pratique autre que satisfaire son appétit pour causer souffrance, lui gagnant des assignements aux problèmes de discipline que d'autres contremaîtres trouvaient trop difficiles ou chronophages à adresser par brutalité conventionnelle. Le passé de Bonnet incluait des apprentissages échoués en plusieurs métiers, lui laissant la connaissance de divers outils et techniques qu'il adapta pour usage dans sessions de torture qu'il conduisait avec la même attention aux détails que les artisans habiles appliquaient à leur travail légitime. Ces innovations incluaient dispositifs qui pouvaient infliger quantité précise de douleur sans causer blessures immédiatement fatales,
méthode pour prolonger conscience durant procédures qui résulteraient normalement en choc ou inconscience, et techniques psychologiques pour briser la volonté de gens qui avaient précédemment démontré force ou résilience inhabituelle. Les effets personnels de Bonnet, découverts après sa mort, incluaient dessins détaillés et descriptions écrites de méthodes de torture qu'il avait inventées ou adaptées de sources historiques, révélant un engagement intellectuel avec la cruauté systématique qui allait bien au-delà du simple sadisme pour approcher le niveau de recherche scientifique dans la souffrance humaine. Ce qui rendait ces 4 hommes particulièrement dangereux n'était pas seulement leur expertise individuelle en différents aspects de cruauté humaine, mais leur compréhension que la déshumanisation systématique nécessitait un effort coordonné, qui combinait violence physique avec guerre psychologique et exploitation économique, et isolement social pour créer des conditions qui détruiraient non seulement la résistance individuelle, mais le concept même que la résistance pourrait être possible pour des gens qui avaient été réduits au statut de propriété par mécanismes légaux qui niaient leur humanité de base, tout en protégeant les droits de ceux qui profitaient de leur souffrance. Leur collaboration avait créé ce qui équivalait à un laboratoire pour étudier la dégradation humaine, avec chaque homme contribuant connaissances spécialisées à des expériences qui testaient les limites de l'endurance humaine, tout en développant des méthodes de plus en plus efficaces pour extraire labeur, prévenir tentatives d'évasion et éliminer toute trace de dignité ou espoir qui pourrait interférer avec la soumission complète de leurs victimes à l'autorité blanche. Le matin du 13 mars 1725 se leva avec le genre de chaleur oppressante qui faisait de la plaine côtière normande ce qui ressemblait à l'antichambre de l'enfer, créant des conditions atmosphériques qui semblaient présager la violence qui transformerait Marie-Rose Dubois de Mer en deuil, en quelque chose de bien plus dangereux que le système de plantation avait jamais rencontré. La température avait atteint 31 degrés Celsius au lever du soleil, avec des niveaux d'humidité qui faisaient de la respiration elle-même un acte de lutte, tandis que la mousse espagnole pendant des chênes verts anciens créait une atmosphère de pressentiment gothique qui semblait peser sur les terrains de plantation avec un poids surnaturel. Catherine Dubois s'était éveillée ce matin-là avec une excitation inhabituelle, racontant à sa mère des rêves de liberté qui avaient rempli son sommeil de visions d'une vie au-delà des frontières de la plantation de la Roseraie, où elle pourrait utiliser les compétences de lecture que Marie-Rose lui avait secrètement enseignées pour explorer des mondes qui n'existaient que dans les livres et l'imagination. Ces rêves étaient devenus de plus en plus vifs et détaillés au cours des semaines précédentes, comme si l'esprit en développement de Catherine essayait de se préparer pour des possibilités que ses heures d'éveil suggéraient pourraient un jour devenir réalité, bien que ni la mère ni la fille ne comprissent que de tels rêves étaient déjà interprétés comme des signes dangereux de développement intellectuel qui nécessitaient correction immédiate. L'éducation secrète que Marie-Rose avait fournie à Catherine représentait un des crimes les plus dangereux qui pouvaient être commis dans le système de plantation, alors que l'alphabétisation parmi les personnes asservies était vue comme une menace directe à l'ordre social qui dépendait de leur supposée infériorité intellectuelle pour justifier leur servitude continue. Selon les codes légaux conservés aux archives départementales de Seine-Maritime, enseigner aux personnes asservies à lire était punissable d'amende, emprisonnement et punition physique qui pouvaient inclure amputation des doigts ou mains utilisés dans l'instruction interdite. Marie-Rose avait pris d'énormes risques pour fournir à Catherine la connaissance qu'elle croyait serait essentielle pour la survie dans un monde où l'intelligence était la seule arme disponible aux gens qui ne possédaient aucun droit légal ou protection sociale, passant d'innombrables heures durant l'obscurité préaube, enseignant reconnaissance des lettres, arithmétique de base, et les compétences de pensée critique rudimentaires qui pourraient un jour permettre à sa fille de naviguer un monde hostile avec plus grand succès que la force physique pure ne pourrait fournir. Les leçons avaient été conduites en secret absolu, utilisant charbon sur morceaux de bois ou écriture au doigt dans la poussière qui pouvait être immédiatement effacée, tandis que Marie-Rose partageait histoires et instructions morales qu'elle espérait aideraient Catherine à maintenir son humanité et dignité, peu importe quelles circonstances pourraient surgir dans son futur. L'intelligence évidente de Catherine et sa maturité physique en développement avaient attiré l'attention des 4 contremaîtres durant les mois précédents, alors qu'ils commençaient à la voir non seulement comme futur labeur agricole, mais comme divertissement potentiel qui démontrerait leur pouvoir absolu
sur chaque aspect de l'existence de leurs victimes, incluant leur intégrité physique et futur reproductif. Selon le témoignage plus tard fourni par d'autres témoins esclaves, les contremaîtres avaient commencé à faire des commentaires de plus en plus grossiers sur l'apparence de Catherine et spéculant ouvertement sur quand elle serait prête pour le genre d'attention qu'ils croyaient être leur droit naturel, comme hommes blancs exerçant autorité sur propriété humaine. Ces discussions avaient eu lieu à portée d'oreille d'autres personnes asservies, créant une atmosphère de terreur et impuissance, alors que la communauté de Catherine comprenait ce qui était planifié, mais ne possédait aucun moyen légal ou pratique de protection contre des hommes dont l'autorité était absolue et dont les représailles contre interférence auraient été rapides et mortelles. Marie-Rose avait commencé à expérimenter des cauchemars sur le futur de sa fille, se réveillant en sueur froide, alors que l'instinct maternel l'avertissait de dangers approchant, qu'elle se sentait impuissante à prévenir dans un système conçu pour nier aux parents tout moyen efficace de protéger leurs enfants de prédateurs qui opéraient avec immunité légale complète. L'agression qui finirait la vie de Catherine et transformerait sa mère en instrument de vengeance commença durant la pause de midi, quand les 4 contremaîtres, enhardis par consommation d'alcool et leur supposition d'impunité complète, décidèrent que le temps était venu de dresser une fille dont l'intelligence et la dignité étaient devenues un affront à leur compréhension des relations appropriées entre autorité blanche et soumission noire. L'attaque survint dans une section du champ de coton qui avait été délibérément choisie pour son isolement des bâtiments principaux de la plantation, assurant que les cris de Catherine ne seraient pas entendus par quiconque qui pourrait tenter intervention ou plus tard servir comme témoin de crimes que les contremaîtres avaient l'intention de dissimuler par menaces et intimidation. Selon les témoignages conservés dans les histoires orales, collectés durant les interviews de l'administration des travaux publics des années 1730, les cris de Catherine portèrent à travers les terrains de plantation avec une intensité telle que les travailleurs des champs arrêtèrent leur labeur et les domestiques abandonnèrent leurs devoirs, mais aucun n'osa intervenir contre des hommes dont l'autorité était absolue et dont les représailles contre interférence auraient été rapides et mortelles, laissant Catherine faire face à 4 hommes adultes sans protection, excepté son propre courage et intelligence, qui se révélèrent tragiquement inadéquats contre violences systématiques qui avaient été planifiées et coordonnées pour assurer son impuissance complète. Le son qui atteignit Marie-Rose dans la cuisine de plantation fut instantanément reconnaissable comme la voix de sa fille élevée en terreur et douleur, déclenchant une réponse qui combinait instinct maternel avec courage désespéré, alors qu'elle abandonnait son travail et courait vers les champs de coton où les cris de Catherine devenaient plus faibles et plus désespérés à chaque moment qui passait. La distance que Marie-Rose devait couvrir, près d'1 kilomètre à travers terrains difficiles, semblait s'étendre infiniment alors qu'elle courait, son cœur battant de terreur et son esprit parcourant des possibilités qui finissaient toutes avec des scénarios trop horribles pour contempler consciemment, mais qui la poussaient vers l'avant avec vitesse et détermination surhumaine. D'autres personnes asservies qu'elle passa durant son sprint désespéré décrivirent plus tard son expression comme une d'angoisse pure combinée avec rage meurtrière, comme si elle comprenait déjà ce qu'elle trouverait, mais était contrainte de témoigner la pleine étendue du mal qui était perpétré contre la personne qu'elle aimait, plus que la vie elle-même. Les sons de lutte et violence qui la guidaient vers la location de Catherine devinrent plus distincts alors qu'elle approchait, lui permettant de comprendre avec clarté terrible qu'elle était trop tard pour prévenir le crime, mais pourrait encore arriver à temps pour fournir confort durant quelques moments finaux que sa fille pourrait avoir restants. L'arrivée de Marie-Rose à la scène de l'agression de sa fille vint trop tard pour prévenir le crime, mais à temps pour témoigner sa conclusion, alors qu'elle trouva Catherine mourant de blessures qui avaient été infligées non seulement pour gratification sexuelle, mais comme démonstration de pouvoir qui était conçue pour terroriser quiconque pourrait considérer résistance à l'autorité arbitraire qui gouvernait la vie de plantation. L'évidence physique de ce qui avait été fait à Catherine était si horrifique que la réponse initiale de Marie-Rose fut un gémissement qui semblait venir de quelque place plus profonde que l'émotion humaine, exprimant chagrin et rage qui transcendaient les catégories psychologiques normales pour devenir quelque chose qui défiait les suppositions de base sur l'amour maternel et sa relation à la justice quand les systèmes légaux ne fournissent aucune protection pour les enfants innocents. La réponse des 4 contremaîtres à l'apparence de Marie-Rose fut de rire
et faire des commentaires grossiers sur telle mère, telle fille, révélant leur supposition qu'ils pourraient étendre leur violence pour l'inclure sans faire face à quelques conséquences des systèmes légaux qui ne fournissaient aucune protection aux personnes asservies contre toute forme d'abus que leurs propriétaires choisissaient d'infliger ou permettre, tandis que leurs discussions désinvoltes de plans futurs pour Marie-Rose démontrait leur incapacité complète à la reconnaître comme être humain capable de pensée complexe, planification stratégique ou résistance efficace. Les mots finaux de Catherine, chuchotés à sa mère alors que la vie s'estompait d'yeux, qui n'avaient jamais perdu leur intelligence malgré 12 années de déshumanisation systématique, hanterèrent Marie-Rose pour le reste de sa vie et fourniraient la fondation morale pour tout ce qui suivit. Ne les pardonne pas, maman. Fais-les payer pour ce qu'ils m'ont fait. Ces mots furent parlés avec une clarté et autorité morale qui transcendaient les 12 années de vie de Catherine, comme si sa mort approchante lui avait fourni compréhension de justice qui allait au-delà des systèmes légaux humains pour embrasser des principes qui demandaient rétribution exacte pour crimes contre vie innocente. La promesse que Marie-Rose fit à sa fille mourante, chuchotée à travers larmes et parlée avec la solennité d'un vœu sacré, guiderait chaque décision et action qu'elle prendrait durant les mois qui suivirent. « Je les ferai payer, bébé. Chacun d'eux paiera pour ce qu'ils t'ont fait, et ils sauront pourquoi ils meurent. » La transformation psychologique qui survint chez Marie-Rose, durant ces moments de tenir sa fille mourante, représenta quelque chose qui transcendait simple chagrin ou colère, pour devenir une force qui remodèlerait les dynamiques de pouvoir de la plantation de la roseraie de façon que personne n'aurait pu anticiper, alors que la femme qui avait survécu 20 ans de servitude par conformité et endurance mourut aux côtés de sa fille et fut remplacée par quelque chose qui possédait des capacités que le système de plantation n'avait jamais rencontrées et n'était pas équipé pour gérer. Les semaines qui suivirent la mort de Catherine marquèrent l'évolution de Marie-Rose de mère traumatisée en quelque chose qui aurait terrifié des stratèges militaires professionnels, alors qu'elle canalisait son chagrin en études systématiques de ses ennemis, qui démontra des capacités intellectuelles et disciplines émotionnelles qui défiaient chaque supposition que le système de plantation tenait sur la capacité mentale de gens qu'il avait classifiés comme propriété. Utilisant sa position comme domestique, Marie-Rose commença à conduire ce qui équivalait à des opérations de renseignement qui impliquaient cataloguer les routines quotidiennes, habitudes personnelles, faiblesses psychologiques et vulnérabilité physique des 4 hommes qui avaient détruit la chose la plus précieuse dans son monde, rassemblant informations avec la patience et précision d'un espion entraîné, se préparant pour opérations qui nécessiteraient chronométrage parfait et exécution sans faille. Selon les registres domestiques conservés dans les papiers de famille Leblanc, le comportement de Marie-Rose durant cette période fut noté par d'autres personnes, asservies comme inhabituellement calmes et focalisées, bien que ce qu'ils interprétaient comme engourdissement émotionnel était en réalité la préparation méthodique de quelqu'un qui avait trouvé but en planifiant vengeance systématique qui démontrerait les conséquences fatales de sous-estimer l'intelligence humaine et la détermination maternelle. Le cadre stratégique qui guida la préparation de Marie-Rose impliquait non seulement l'élimination de 4 cibles spécifiques, mais la manipulation psychologique de peur et incertitude qui maximiserait la terreur expérimentée par chaque victime subséquente alors qu'ils réalisaient que quelque chose les traquait systématiquement par des méthodes qu'ils ne pouvaient comprendre ou prédire. Sa décision d'espacer les meurtres approximativement 1 mois à part reflétait compréhension sophistiquée de psychologie humaine et l'importance de permettre temps suffisant pour que paranoïa et terreur se construisent entre attaques, créant une campagne de terreur qui serait bien plus psychologiquement dévastatrice que simple meurtre de masse ne pourrait jamais accomplir. Les effets personnels découverts durant excavations archéologiques modernes au site de la Roseraie, conduites par l'Université de Rouen dans les années 1990, incluaient ce qui semblait être des cartes détaillées des terrains de plantation dessinés sur morceaux de tissu, suggérant que Marie-Rose avait créé matériaux de planification tactique qui auraient impressionné des officiers militaires professionnels dans leur compréhension d'analyse de terrain et positionnement stratégique. La sélection d'armes et méthodes pour chaque exécution planifiée reflétait la compréhension de Marie-Rose que vengeance réussie nécessitait non seulement la mort de ses cibles, mais leur destruction psychologique complète durant le processus de mourir, assurant que chaque homme expérimenterait la même impuissance et terreur que Catherine avait ressenti durant ces moments finaux. Son choix de commencer avec Mathieu Bonnet,
le plus jeune et plus sadique des 4 contremaîtres, démontra pensée tactique qui priorisait impact psychologique sur convenance, reconnaissant qu'éliminer le membre le plus craint du groupe d'abord créerait incertitude maximale parmi les survivants, tout en établissant ses capacités de façon qui hanterait leurs jours restants. Selon connaissances botaniques qui avaient été transmises à travers générations de personnes asservies, Marie-Rose avait accès à diverses substances basées sur plantes qui pourraient être utilisées pour à la fois sédation et poison, lui fournissant options pour contrôler le comportement et conscience de ses victimes durant quelques procédures qu'elle jugeait appropriées pour équilibrer les échelles morales qui avaient été perturbées par le meurtre de Catherine. La préparation spirituelle qui accompagnait la planification tactique de Marie-Rose impliquait ce qui ne pouvait être décrit que comme reconstruction complète de son univers moral, alors qu'elle développait cadres éthiques qui justifieraient actions qui violaient chaque principe de miséricorde et pardon qui avait traditionnellement guidé son comportement tout en maintenant sa stabilité psychologique tout au long d'une campagne qui testerait les limites d'endurance humaine et raisonnement moral. La nuit du 15 octobre 1725 apporta avec elle une pleine lune qui baigna la plantation de la roseraie de lumière argentée qui se révélerait idéale pour le premier acte de vengeance systématique de Marie-Rose, alors qu'elle implémentait un plan qui avait été raffiné à travers des mois d'observation et préparation en quelque chose qui combinait précision tactique avec guerre psychologique. L'habitude prévisible de Mathieu Bonnet de conduire des inspections nocturnes tardives des champs de coton, ostensiblement pour vérifier les brèches de sécurité, mais en réalité pour s'adonner à diverses formes de divertissement sadique, loin de l'observation d'autres personnels blancs, fournit à Marie-Rose l'opportunité parfaite pour démontrer des capacités qui briseraient ses suppositions sur pouvoir et contrôle, tout en assurant que sa mort servirait à la fois comme justice et avertissement. Selon les registres de cycle lunaire maintenus par le service météorologique du Havre, la luminosité de cette pleine lune particulière aurait fourni illumination suffisante pour travail détaillé, tout en créant des ombres qui pourraient dissimuler mouvement et préparation de quiconque qui pourrait accidentellement témoigner activité qui nécessitait intimité absolue. La préparation psychologique que Marie-Rose avait subie durant les 7 mois précédents l'avait équipée pour fonctionner à la fois comme chasseur et exécuteur, rôle qui nécessitait détachement émotionnel et pensée stratégique, qui transcendait les catégories morales humaines normales. L'embuscade qui mit fin au règne de terreur de Mathieu Bonnet survint dans une section du champ de coton que Marie-Rose avait sélectionné pour ses propriétés acoustiques et isolement géographique, assurant que ses cris d'aide seraient étouffés par la distance, tandis que sa location préviendrait découverte immédiate par d'autres résidents de plantation qui pourraient interférer avec justice, qui avait été trop longtemps retardée par des systèmes légaux qui ne fournissaient aucune protection pour enfants innocents. La roche que Marie-Rose utilisa pour rendre Bonnet inconscient avait été choisie spécifiquement pour son poids et équilibre, lui permettant de livrer un coup qui l'incapaciterait sans causer mort immédiate, qui aurait interféré avec la punition plus élaborée qu'elle avait planifiée, comme compensation appropriée pour son rôle dans la souffrance de Catherine. Selon les études géologiques de la zone, la composition de sols sableux aurait rendu creuser relativement facile, tout en fournissant excellent drainage qui préviendrait décomposition prématurée de matériaux organiques, créant conditions idéales pour l'enterrement prolongé que Marie-Rose avait conçu comme rétribution appropriée pour quelqu'un dont la carrière avait impliqué enterrer les espoirs et rêves d'innombrables personnes innocentes. Le processus d'enterrer Mathieu Bonnet vivant représenta peut-être l'aspect le plus psychologiquement complexe de la campagne de Marie-Rose, alors qu'elle démontra sa compréhension que vraie justice nécessitait non seulement mort, mais l'expérience complète d'impuissance et terreur qui avait caractérisé les moments finaux de Catherine, sous circonstances qui inversaient les dynamiques de pouvoir qu'il avait précédemment protégées des conséquences. Le dialogue qui survint durant l'enterrement graduel de Bonnet, tel qu'enregistré dans la confession ultérieure de Marie-Rose, révéla la profondeur de sa transformation psychologique et sa capacité à fonctionner à la fois comme juge et exécuteur tout en maintenant contrôle émotionnel suffisant pour assurer que sa victime comprenait exactement pourquoi il mourait et ce que sa mort représentait en termes de justice cosmique qui transcendait les systèmes légaux humains. Les supplications et plaidoyers de Bonnet, qui avaient autrefois été dirigés vers lui par d'innombrables victimes,
qui ne recevait aucune miséricorde, fournissait maintenant à Marie-Rose la satisfaction de savoir que l'équilibre moral était finalement restauré par des méthodes qui égalèrent le crime dans leur cruauté systématique et infliction délibérée de souffrance. Les fleurs que Marie-Rose planta sur la tombe de Bonnet représentaient plus que simple dissimulation d'évidence. Elles servaient comme déclaration symbolique sur transformation et renouveau qui pouvaient émerger même des actes les plus sombres de violence, quand ces actes étaient motivés par amour et guidés par principes moraux qui demandaient justice pour victimes innocentes qui avaient été échouées par chaque institution légale et sociale qui aurait dû les protéger. L'atmosphère à la plantation de la Roseraie durant les semaines suivant la disparition de Mathieu Bonnet devint de plus en plus tendue, alors que les 3 contremaîtres restants luttaient pour comprendre ce qui était arrivé à leurs collègues, tout en maintenant la façade de contrôle qui était essentielle à leur autorité sur près de 400 personnes asservies qui commençaient à sentir que quelque chose de fondamental avait changé dans les dynamiques de pouvoir de la plantation. Selon la correspondance entre colonel Leblanc et propriétaire de plantations voisines, conservée à la Société historique de Normandie, l'absence inexpliquée de son contremaître le plus craint avait créé des défis administratifs qui révélaient l'étendue à laquelle le système disciplinaire de la plantation dépendait de terreur psychologique plutôt que gestion systématique, forçant le colonel à reconnaître des capacités parmi sa population asservie qu'il n'avait jamais précédemment considérées possibles. Marie-Rose observa ces développements avec la satisfaction de quelqu'un dont la planification stratégique produisait exactement les résultats visés, alors que peur et incertitude commençaient à miner la confiance qui avait précédemment permis à 3 hommes de fonctionner comme instruments d'oppression systématique, sans considérer la possibilité que leurs victimes pourraient posséder l'intelligence et détermination nécessaires pour transformer les chasseurs en chassés. Antoine Dubois avait développé des habitudes de plus en plus paranoïaques dans le mois suivant la disparition de Bonnet, mais ses expéditions de pêche du dimanche après-midi demeuraient la seule routine que son anxiété croissante ne pouvait le contraindre à abandonner, fournissant à Marie-Rose l'opportunité prévisible dont elle avait besoin pour implémenter la seconde phase de sa campagne pour justice. La location que Dubois choisissait pour ses sessions de pêche hebdomadaires, un étang isolé entouré de végétation dense qui étouffait le son tout en fournissant excellente dissimulation pour activités qui nécessitaient intimité, démontrait sa compréhension inconsciente qu'il était vulnérable à l'attaque, bien que ses précautions se révélassent inadéquates contre quelqu'un dont la préparation avait été bien plus approfondie et systématique que ses suppositions paranoïaques ne pouvaient englober. Selon recherches botaniques conduites par enquêteurs forensiques modernes, les herbes anesthésiantes que Marie-Rose administra par l'eau potable de Dubois auraient créé paralysie temporaire tout en maintenant conscience, assurant qu'il serait pleinement conscient de ce qui lui arrivait tout en étant impuissant à résister aux procédures qui avaient été spécifiquement conçues pour égaler ses crimes contre personnes innocentes. Le processus de forcer Dubois à creuser sa propre tombe représentait la compréhension de Marie-Rose que torture psychologique était aussi importante que élimination physique pour accomplir la justice que la mort de Catherine demandait, créant circonstances qui maximiseraient sa terreur et impuissance tout en démontrant l'inversion complète de relations de pouvoir qu'il avait précédemment protégées des conséquences. L'ironie d'exiger de quelqu'un qui avait forcé d'innombrables personnes asservies à se travailler à mort de participer aux préparations de son propre enterrement n'était pas perdue pour Marie-Rose, dont la pensée stratégique avait évolué pour englober symbolisme et instruction morale, ainsi qu'objectifs pratiques. Selon les mots finaux de Dubois, enregistrés dans la confession de Marie-Rose, ses plaidoyers et tentatives de négociation révélaient son incapacité complète à comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un dont le cadre moral avait transcendé concepts traditionnels de miséricorde et pardon pour embrasser principes de rétribution exacte qui demandaient paiement en nature pour chaque crime contre vie innocente. La mise en scène de la mort de Dubois comme noyade accidentelle démontra la compréhension sophistiquée de Marie-Rose de manipulation d'évidence et techniques d'investigation criminelle, assurant que sa disparition serait attribuée à cause naturelle plutôt qu'acte criminel qui pourrait déclencher recherches organisées pour perpétrateurs qui possédaient les capacités nécessaires pour éliminer contremaîtres expérimentés par méthode qui révélaient connaissances tactiques et planification stratégique sans précédent.
La pression psychologique qui s'était construite à la plantation de la Roseraie depuis les disparitions de Mathieu Bonnet et Antoine Dubois atteignit un point de rupture durant les dernières semaines de 1725, alors que Charles Rousseau luttait pour maintenir sa sanité tout en accomplissant des devoirs qui nécessitaient maintenant qu'il s'aventure dans des zones isolées où 2 de ses collègues avaient disparu sans laisser aucune trace de ce qui leur était arrivé. Selon les registres médicaux de la pratique du docteur Samuel Blanchard, conservés aux archives de la Société médicale du Havre, Rousseau avait commencé à afficher des symptômes qui seraient maintenant reconnus comme troubles d'anxiété sévères, incluant insomnie, délusions paranoïaques et tremblements physiques qui interféraient avec sa capacité à accomplir les tâches administratives qu'il avait autrefois rendues précieuses à l'opération du colonel Leblanc. Marie-Rose observa ces développements avec la satisfaction froide de quelqu'un dont la guerre psychologique produisait exactement les résultats visés, alors que l'homme qui s'était spécialisé dans l'utilisation des liens émotionnels comme arme contre les familles asservies apprenait de première main ce que c'était de vivre en peur constante de force au-delà de sa compréhension ou contrôle. Le piège que Marie-Rose tendit pour Rousseau impliqua exploiter ses responsabilités professionnelles plutôt que ses habitudes personnelles, démontrant sa compréhension que les gens désespérés abandonnent souvent précautions personnelles tout en maintenant routine de travail qui semblent offrir ancre psychologique dans situations instables. Le rapport de bétail lâche dans les pâturages orientaux de la plantation, livré par Marie-Rose elle-même, à travers conversations apparemment innocentes avec l'assistant de Rousseau, était conçu pour l'attirer dans terrain qu'elle avait préparé spécifiquement pour son élimination, tout en assurant que sa mort apparaîtrait être le résultat d'un accident qui ne pourrait raisonnablement être attribué à agence humaine. Selon les registres d'arpentage maintenus par le département des ressources naturelles de Seine-Maritime, la zone de pâturage contenait plusieurs dépressions naturelles et affleurements rocheux qui fourniraient excellente dissimulation pour activités nécessitant intimité tout en offrant multiples routes d'évasion si complications inattendues surgissaient durant opérations qui demandaient exécution parfaite pour éviter détection. La méthode que Marie-Rose employa pour l'élimination de Rousseau représenta la plus élaborée et symboliquement appropriée de ses exécutions, alors qu'elle démontra sa compréhension que l'homme qui s'était spécialisé dans séparer les familles méritait d'expérimenter démembrements systématiques qui reflèteraient la fragmentation psychologique qu'il avait infligée à d'innombrables personnes innocentes tout au long de sa carrière. La mutilation progressive que Rousseau endura durant ses heures finales, conduite avec précision médicale, qui assurait souffrance maximale tout en maintenant conscience, reflétait l'évolution de Marie-Rose de mère affligée en quelque chose qui possédait des capacités pour torture systématique qui auraient impressionné des interrogateurs professionnels dans leur sophistication psychologique et connaissances anatomiques. Selon les déclarations finales de Rousseau, enregistrées dans la confession détaillée de Marie-Rose, ses tentatives de négocier pour miséricorde révélaient son incapacité complète à comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un dont le cadre moral demandait réciprocité exacte pour crimes qui avaient été commis contre des gens qui ne possédaient aucune protection légale ou statut social qui aurait pu dissuader un tel abus systématique. La signification symbolique de laisser les restes de Rousseau arrangés en pattern, qui reflétait sa spécialité en séparation familiale, fournit à Marie-Rose satisfaction psychologique tout en envoyant message qui terroriserait quiconque capable de comprendre ses implications sur les capacités intellectuelles et aptitudes de planification stratégique de quelqu'un que le système de plantation avait classifié comme équipement agricole plutôt qu'agent moral, capable de raisonnement sophistiqué et vengeance calculée. La détérioration psychologique de Joseph Moreau durant les derniers mois de 1725 fournit à Marie-Rose opportunité pour observation et planification qui aurait été impossible si sa cible restante avait maintenu la compétence professionnelle qu'il avait autrefois rendue précieuse aux opérations de la plantation, alors que sa dépendance croissante à l'alcool et sa paranoïa grandissante créèrent vulnérabilité qu'elle pouvait exploiter avec la même précision méthodique qu'elle avait appliquée à éliminer ses 3 collègues. Selon les registres maintenus par la taverne de la Roseraie, conservés aux archives de la Chambre de commerce du Havre, la consommation d'alcool de Moreau avait progressé de consommation sociale occasionnelle à beuverie quotidienne qui le laissait inconscient pendant des heures, tandis que ses devoirs étaient négligés et son autorité sur la population asservie
s'érodait par son incapacité évidente à fonctionner comme superviseur efficace. L'observation de Marie-Rose de ces développements confirma sa compréhension que pression psychologique systématique pouvait être aussi destructrice que violence physique quand appliquée avec intelligence et patience suffisante, créant conditions qui rendraient son acte final de vengeance à la fois plus facile à accomplir et plus satisfaisant, comme démonstration de combien complètement les relations de pouvoir à la plantation de la roseraie avaient été inversées. La confrontation qui conclurait la campagne de justice de Marie-Rose ne survint pas par embuscade élaborée ou empoisonnement soigneux, mais par combat physique direct qui reflétait sa confiance en capacité qu'elle avait développée à travers des mois de préparation tactique et transformation psychologique. La découverte de Marie-Rose attendant Moreau dehors la taverne, dans la soirée du 14 février 1726, déclencha un moment de reconnaissance qui révéla sa compréhension inconsciente qu'elle était responsable des disparitions qui l'avaient hantée tout au long des mois précédents. Bien que ses réflexes affaiblis par l'alcool et conditions physiques détériorées rendissent résistance efficace impossible contre quelqu'un qui avait passé près d'une année à se préparer pour cette rencontre spécifique. Selon témoignages de témoins d'autres clients de taverne, la brève lutte entre Moreau et Marie-Rose fut caractérisée par un niveau de violence qui choqua observateurs qui n'avaient jamais imaginé qu'une femme asservie pourrait posséder soit la force physique, soit la détermination psychologique nécessaire pour maîtriser un homme dont la réputation de brutalité l'avait rendu craint à travers la Normandie côtière. Les 12 coups qui mirent fin à la vie de Moreau, livrés avec un marteau que Marie-Rose avait dissimulé sous ses vêtements, représentaient plus que simple meurtre. Ils constituaient achèvement ritualiste de justice qui avait été demandé par la mort de Catherine et retardé par systèmes légaux, qui ne fournissaient aucune protection pour enfants innocents, tout en offrant impunité complète à leurs tueurs. Chaque coup fut livré avec précision délibérée et signification symbolique, alors que Marie-Rose comptait à voix haute, pour assurer que Moreau comprenait qu'il mourait non par violence aléatoire, mais par rétribution calculée, qui égalait les 12 années de la vie de Catherine, avec 12 moments de souffrance soigneusement infligés, qui équilibreraient échelle morale perturbée par crimes qui avaient crié pour justice. Les mots finaux de Moreau, enregistrés par témoins et conservés dans documents de cour, révélaient sa compréhension tardive qu'il avait été systématiquement chassé par quelqu'un dont l'intelligence et détermination avaient bien excédé tout ce qu'il avait imaginé possible, de gens qu'il avait passé sa carrière à réduire au statut d'équipement agricole. L'achèvement de la vengeance de Marie-Rose représenta non seulement satisfaction personnelle, mais démonstration de capacité qui défierait chaque supposition que le système de plantation tenait sur le développement intellectuel et moral de gens qu'il avait cherché à contrôler par déshumanisation systématique, révélant que les plus opprimés pouvaient devenir les plus dangereux quand circonstances fournissaient opportunité pour application d'intelligence qui avait été développée à travers décennies de survie sous conditions conçues pour écraser dignité humaine et pensée indépendante. L'affaire de Marie-Rose Dubois nous force à confronter les questions les plus profondes sur l'amour maternel, justice systémique et mécanismes psychologiques qui permettent aux êtres humains de survivre et répondre à l'échec complet de systèmes légaux conçus pour protéger l'innocent. Comment jugeons-nous une mère qui regarda sa fille de 12 ans mourir de blessures infligées par 4 hommes qui ne feraient jamais face à conséquences légales pour leurs actions, avant de traquer et exécuter systématiquement chacun des tueurs de son enfant par méthode qui démontrait planification sophistiquée et but moral inébranlable, quand chaque avenue pour justice légitime a été systématiquement fermée, quand la loi elle-même existe principalement pour protéger perpétrateurs, tout en niant humanité de base à leurs victimes, la vengeance calculée devient-elle forme de devoir sacré qui transcende cadres éthiques traditionnels? Marie-Rose fut capturée après le meurtre public de Moreau et exécutée par pendaison le 15 juin 1726, maintenant son calme tout au long d'un procès qui devint sensation dans les cercles légaux normands, dû à son intelligence évidente et sa confession détaillée de méthodes qui révélaient capacités que personne n'avait imaginé pouvoir exister parmi personnes asservies. Sa mort marqua la fin d'une des campagnes de vengeance les plus méthodiques de l'histoire criminelle française, mais son histoire continua à circuler par traditions orales qui préservèrent à sa mémoire comme symbole de protection maternelle et résistance contre probabilité impossible.
L'impact plus large sur la société de plantation normande fut profond et durable, alors que familles blanches, à travers la région côtière, commencèrent à expérimenter anxiété chronique sur la loyauté et dangerosité potentielle de leurs domestiques, minant fondamentalement le confort psychologique qui avait rendu le système tolérable pour gens qui dépendaient du labeur asservi, tout en demeurant volontairement aveugles à ses coups humains. La légende de Marie-Rose Dubois transcenda les circonstances spécifiques de ces crimes pour devenir partie d'une tradition folklorique plus large, qui fournit à la fois inspiration et instruction pratique pour mouvements de résistance à travers le sud français d'Ancien Régime. Sa démonstration que conformité apparente pouvait servir comme couverture pour rassemblements sophistiqués de renseignements, que patience et pensée stratégique pouvaient triompher sur autorité légale et force physique, et que capacité humaine pour amour pouvait motiver actions qui défiaient chaque supposition sur l'imitation morale sous oppression extrême, fournir template qui influença activité de résistance pour générations après sa mort. Peut-être l'aspect le plus troublant de l'héritage de Marie-Rose est la façon dont son histoire défie narrative confortable sur la relation entre civilisation et barbarie, révélant comment système conçu pour protéger certaines personnes tout en détruisant systématiquement d'autres, crée conditions qui font de la violence extrême ce qui semble la seule réponse rationnelle à choix moraux impossibles. Sa volonté de commettre meurtre systématique en poursuite de justice pour sa fille soulève questions fondamentales sur la relation entre agence morale individuelle et mal systémique qui continue de résonner dans discussions contemporaines sur résistance, protection de vie innocente et vrai coup de société construite sur inégalité et oppression systématique. Que pensez-vous qui poussa Marie-Rose à choisir meurtre systématique sur autres réponses possibles à la mort de sa fille? Combien d'autres parents à travers l'histoire pourraient avoir possédé capacités similaires, mais ne se sont jamais trouvés dans circonstances qui fournissaient à la fois motivation et opportunité pour vengeance si élaborée? Et que nous dit son histoire sur la relation entre amour maternel et raisonnement moral, quand systèmes légaux échouent complètement à protéger les gens que nous aimons le plus? Si cette exploration d'une des affaires criminelles les plus moralement complexes de France a défié vos suppositions sur justice, protection familiale et vraie capacité de gens qui ont été effacés des histoires officielles, appuyez sur ce bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie crime vrai, qui confronte vérité inconfortable sur nature humaine et responsabilité sociale. Abonnez-vous et activez cette cloche de notification parce que la semaine prochaine nous enquêtons sur une autre affaire qui vous forcera à questionner tout ce que vous pensez savoir sur la relation entre amour et violence, entre responsabilité morale individuelle et échec systémique, entre protection de vie innocente et préservation d'ordre social qui permet à un tel abus systématique de continuer sans contrôle.